Votre programme avec Omkia. Ouverture, porte, portail, pergola et store. Votre spécialiste de la rénovation, Omkia. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce jeudi 21 novembre pour un 85 chrono un peu spécial délocalisé au vent d'espace dans la grande salle, puisque ce soir nous vous emmenons au cœur de la finale de la Coupe du Monde UCI de VTT Trial qui se déroulera ici même à partir de demain, vendredi et jusqu'à dimanche. Ce sera le fil rouge de l'émission ce soir, et pour nous accompagner et nous en parler, 3 invités ce soir. Tout d'abord Olivier Chaplot, coordinateur général de cette grande finale, et puis vous êtes également vice-président du comité départemental cycliste de la Vendée. Bonsoir Olivier. Bonsoir. À côté de vous, quelqu'un que l'on connaît bien sur les terrains de sport vendéens, Emma Louineau, trialiste, licenciée du VTT Rio-Océan et qui sera présente ici pour cette compétition. Bonsoir Emma. Bonsoir. Et puis à côté de vous, on reçoit Jean-Paul Louineau, co-organisateur, responsable de toute la partie technique, logistique, et puis accessoirement aussi bien sûr entraîneur et puis papa d'Emma. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir. Et puis on recevra tout à l'heure Titouan Corr, un 4e invité qui lui aussi sera en compétition sur cette finale de la Coupe du Monde en homme élite. Comme chaque jeudi soir, vous retrouverez aussi tous les rendez-vous sportifs du week-end, le journal du Vendée Globe aussi bien sûr, puisque nous sommes en plein dedans. Et avant d'évoquer justement toute l'actualité qui nous attend ici même à Mouilleron-le-Captif, je vous propose de quitter un instant le vent d'espace pour partir tout proche du côté des Terres Noires à La Roche-sur-Yon pour des images de tennis. C'est là-bas que se poursuivait hier mercredi le championnat de France par équipe de Pro A Dames. Le tennis en tantionnaise accueillait Cormontreuil pour la 4e journée. Malheureusement, les Vendéennes s'inclinent 4-2 face à la formation marnaise. En simple, Clara Burel a été battue dans le super tie-break qui fait office de 3e set. En revanche, ce super tie-break en 10 points a souri à Mallory Noël et Magali Kempen. Conjugué à la défaite de Justina Mikulskit, le TE grec et Cormontreuil se neutralisaient 2 partout à l'issue des simples. Les 2 doubles très serrés ont été remportés par les visiteuses à chaque fois dans le super tie-break. Défaite 4-2 donc pour les Lyonnaises. Je vous propose d'écouter plusieurs réactions, à commencer par celle du capitaine Mathieu Incourt. C'était au micro de Florian Wozniak. On n'a pas fini le championnat, mais je pense que c'est assez homogène. Il y a peut-être le tennis club du 16e qui était légèrement en dessous, on va dire, très légèrement. Mais sinon, on voit que les autres équipes, là, comme Cormontreuil, on est à 2-2. Villiers-le-Bel, dimanche, on a fait match nul. Et il nous reste Boulogne à jouer dimanche, la plus grosse équipe. Donc voilà, une poule assez homogène. Donc tous les matchs sont accrochés, toutes les rencontres. Voilà. Bon, l'objectif premier, c'était d'essayer d'assurer le maintien sur les 2 premières journées, ce qu'on a réussi à faire. Maintenant, on peut jouer assez librement, on va dire, voilà, sans trop de pression. Et voilà, avec l'arrivée de Clara là, qui renforce l'équipe, on va essayer de viser le plus haut possible. Pas évident parce que je change de surface, de continent. Je suis arrivée qu'hier, donc j'ai pas eu le temps trop de m'adapter à la surface, mais j'ai fait ce que j'ai pu. J'aurais aimé gagner ces 2 super tie-break et faire basculer la rencontre, mais on n'a pas trop l'habitude de jouer des super tie-break. Ils ont tous été hyper serrés, ça fait 18, 17, donc en fait ça se joue à 1 ou 2 points, ça n'a pas tourné en notre faveur cette fois. Donc voilà, c'est un peu différent d'habitude, déçu pour toute l'équipe forcément. Franchement, c'est vraiment pile ou face cette journée, surtout avec le super tie-break. On a 5 matchs aujourd'hui qui sont au super tie-break sur les 6, donc vraiment ça peut tourner dans tous les sens cette rencontre. On perd 4-2, c'est là honnêtement sur le dernier double qui vient de se finir à 17 dans le super tie-break, la défaite c'est dur à encaisser là. Et on va le voir au classement, avec cette défaite, les Lyonnaises n'ont malheureusement plus aucune chance de revenir à la première place. 3e, les joueuses de Mathieu Incourt iront dimanche à Boulogne-Billancourt, formation qui visera pour sa part le fauteuil de leader et donc tenter de se qualifier pour la finale de Pro A. Maintenu, le tennis en tantionnaise tentera de son côté de terminer de la meilleure des manières la saison à l'occasion de cette 5e et dernière journée. Voilà pour le tennis, et retour au vent d'espace avec cette finale donc de la Coupe du Monde de trial qui s'annonce. Alors début de la compétition, demain vendredi, ce sera dès 11h30 avec les premiers quarts de finale. Un événement, Olivier Chaplot, qui est aussi organisé évidemment par le comité de Vendée de cyclisme. C'est une grande première à laquelle on va assister ce week-end. Alors une grande première pour un mondial en Vendée. Nous avons déjà réalisé il y a 3 ans une Coupe de France, la finale de Coupe de France, ici même au vent d'espace. Et au vu de sa grande réussite, on s'est dit pourquoi pas taper un peu plus haut. Banco, dès le dimanche soir de cette finale de Coupe de France, on s'est dit allez, on y va au niveau du mondial. Et nous voilà 3 ans après au rendez-vous.
Et puis surtout, une grande première, puisque pour la première fois, les trialistes vont avoir l'occasion de pratiquer en intérieur pour cette Coupe du Monde. Oui, c'est une première mondiale, ça ne s'est jamais réalisé ailleurs, de faire un 100% indoor. Ça a été un défi à proposer à nos athlètes, mais aussi un défi pour nous, bénévoles, à réaliser dans cette aréna du Mans d'Espace. Justement, on va en parler de ce grand défi derrière nous. Vous le voyez peut-être, on s'active encore pour préparer les dernières parties de ces parcours. Pour tout installer, 60 bénévoles environ. Jean-Paul, vous allez peut-être pouvoir nous en parler. Ça a été une véritable logistique depuis le début de semaine. Oui, ça a été préparé longtemps à l'avance. Préparation d'environ 1 an. Et monter ce que vous voyez derrière nous en 3 jours et demi, c'est assez exceptionnel grâce à une équipe de bénévoles extraordinaire. Est arrivé ici quasiment 13 semi-remorques. On avait 2 pelles à pneus de 8 tonnes pour poser tous ces éléments-là. Et c'était pas gagné d'avance, mais grâce à un effort collectif impressionnant. On est là chaque matin, on commence à 8h, on termine à 11h, minuit. Voilà. C'est une sacrée logistique, 150 à peu près 1 tonne, c'est ça de matériel. Racontez-nous, qu'est-ce qu'on retrouve justement derrière nous et qu'est-ce que les trialistes vont retrouver sur ces 3 jours de compétition? Alors, le cahier des charges UCI impose un certain nombre de types d'obstacles. Du bois, des rochers, des buses, des éléments béton. C'est exactement ce qu'on a fait. On répond au cahier des charges UCI. Voilà. Emma, peut-être racontez-nous aussi, puisque vous allez évoluer vous sur différentes zones tout au long du week-end. Il a fallu les construire. Peut-être un petit mot d'abord. Rappelez-nous comment est-ce que ça fonctionne le trial. Pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas encore cette discipline, en quelques mots, qu'est-ce qui va se passer ici pendant 3 jours? Oui, alors c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, le trial, c'est une discipline du VTT, de la Fédération française de cyclisme. Et l'objectif, c'est avec son vélo, parcourir sur des obstacles, donc franchir des obstacles. Alors les bus qui sont derrière nous, vous voyez, il y a des espèces de petites flèches. On va devoir passer à travers ces flèches-là. Il y a des parcours de dessinés. Voilà, on suit un parcours chiffré. Et le but, c'est de passer ces obstacles sur la roue avant, sur la roue arrière et sans poser de pied à terre. Les détails que je n'ai pas précisés, c'est pas un vélo comme les autres, c'est un vélo qui n'a pas de selle. Voilà, soit en 20 pouces, soit en 26 pouces. C'est ça, un 20 ou 26 pouces notamment. Il y a 2 catégories pour les hommes élites. Exactement. Jean-Paul, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter une des spécificités du trial, c'est que chaque compétition nationale, internationale, est constituée d'obstacles, rochers, buses qui ne sont jamais positionnés de la même façon. Donc les zones que vous voyez ici, elles sont uniques, elles sont éphémères. Les pilotes vont les découvrir à pied. Ils ont environ entre 1 heure et 2 heures pour les découvrir à pied, pour imaginer comment est-ce qu'ils vont passer en vélo. Scénario A, scénario B, scénario C. Et c'est un petit peu ce qui nous anime dans le trial. C'est un sport qui allie la tête et les jambes. Absolument, ils scénarisent ce qu'ils vont faire en compétition pour essayer de réaliser le meilleur scénario possible et avoir la meilleure... essayer de gagner, quoi. Voilà, et puis en fait, ce sera un système de score avec des points. Si je passe un passage, j'ai 10 points. Et le but, c'est d'avoir 60 points à la fin de chaque parcours. C'est ça, avec 2 minutes maximum par section. Voilà, c'est ça, pour franchir exactement, toutes les portes. Oui. C'est une consigne qui est assez importante quand même. Et les pilotes ont 2 heures pour réaliser 2 fois les 5 parcours qui sont proposés ici au Mans d'Espace. Et alors justement, Jean-Paul, vous parliez de ces parcours qui sont atypiques sur les différentes manches de Coupe du Monde. On rappelle d'ailleurs que c'est donc la 4e manche de Coupe du Monde, ce qu'on appelle la finale. Il y en a eu 3 autres avant. D'ailleurs, Emma, vous êtes 5e actuellement à ce classement UCI chez les femmes élites. Comment est-ce qu'alors vous avez choisi plus particulièrement d'utiliser telle matière plutôt qu'une autre sur chaque zone? Olivier? Déjà, on a un cahier des charges de l'UCI, comme l'a dit Jean-Paul tout à l'heure, où on doit respecter tel ou tel type de matériaux. Il faut s'imaginer également que le trial se déroule principalement en extérieur. Enfin, on est la seule épreuve en indoor. Donc on a aussi été chercher des éléments extérieurs. Et puis le 3e paramètre, le 3e élément qui est rentré en vigueur et qui est loin d'être des moindres, c'est nos partenaires. Nos partenaires qui ont bien voulu se rejoindre à nous pour l'organisation, puisqu'il nous fallait des buses, il nous fallait des rochers, il nous fallait des éléments en béton, il nous fallait du bois, il nous fallait des tourets également. Donc voilà. Nos partenaires sont venus nous accompagner et ont réussi avec nous à réaliser ce très bel ensemble.
Et puis une des spécificités aussi, c'est qu'on se trouve du coup, les trialistes avant de partir sur les différents obstacles se trouvent non pas sur du dur, du béton ou du stabilisé, c'est vraiment de la moquette, c'est ça, il y a des tapis un petit peu. Dites-nous Jean-Paul. Alors ouais, je réponds à ta place, mais pour les trialistes, ça nous arrange presque, puisque que ça change, le sol est parfait. Il n'y a pas d'imperfection. Ça fait partie du VTT, hein, donc vélo tout terrain. Nous, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse très froid, normalement on est sur le vélo, et que le sol ça soit un champ de patates, eh bien il faut prendre son élan de la même façon. Alors là, c'est vrai que ça nous arrange pas mal d'avoir un sol tout plat et surtout des conditions au sec au mois de novembre, et surtout vu les conditions météo de ce week-end. Alors, ça arrange les pilotes, mais pour les organisateurs, on a quand même posé 1800 mètres carrés de moquette. C'est un défi logistique parce que on ne peut pas moqueter l'ensemble du vent d'espace d'un coup, puisque les camions ne pourraient pas rentrer. Donc ça impose un phasage de la construction des zones qu'on a planifié à l'avance, et ça s'est pas mal passé du tout. Oui, l'organisation s'est plutôt très bien passée. On a quasiment une demi-journée d'avance par rapport au planning prévisionnel. Donc on est plutôt très content. Je rebondis juste sur les fameux 1800 mètres carrés de moquette avec la partie échauffement. On est même plutôt quasiment proche des 2500 mètres carrés de moquette. Je rebondissais juste là-dessus, puisque étant du vélo sur un sport plutôt écologique, pour nous la moquette c'était pas forcément le matériau le plus écologique, donc on a voulu y faire très attention, et c'est juste la petite chose à retenir. La moquette qu'on a sous nos pieds ou autour de nous, c'est la même moquette qui a été utilisée il y a 3 ans lors de la Coupe de France. On récupère ce qu'on a utilisé il y a 3 ans. Et ce qu'on avait utilisé il y a 3 ans, c'est une moquette qu'on avait récupérée lors du Tour de France 2011. Donc voilà, on essaye vraiment d'être le plus vertueux possible. Une Coupe de France notamment que vous aviez remportée, hein, Emma, c'est ça, il y a 3 ans, ici même. On va se projeter maintenant un petit peu plus sur la compétition et le plateau. Dès demain, donc on a dit un début des compétitions avec les différents quarts de finale. Hein. Ce seront d'abord les élites hommes en 26 pouces, puis les élites hommes là aussi en 20 pouces qui partiront à partir de 11h30. Comment est-ce que tout cela va s'organiser ? Comment est-ce qu'on passe de quart de finale vendredi, samedi les demi-finales au final du dimanche, Olivier ? Tout simplement en modifiant les parcours. Donc les parcours des quarts de finale sont déjà tracés, prêts à débuter dès demain. C'était, juste pour revenir un petit peu en arrière, c'était aussi un pari avec l'Union cycliste internationale, puisque le programme habituel n'est pas réalisé comme ça. Et lors de nos réunions de préparation, j'avais demandé à un moment donné à Jean-Paul que pour le grand public, pour que ça soit beaucoup plus simple, il serait bien qu'on ait un type d'épreuve par jour. Donc après plusieurs allers-retours avec l'Union cycliste internationale, on a réussi à obtenir ce que l'on souhaitait. Donc quart de finale vendredi, les demi-finales le samedi, donc avec une modification de parcours dans la nuit, et les finales dimanche, pareil, avec une modification de parcours dans la nuit de samedi à dimanche. Donc c'est ça, il y aura de l'activité avec tous les trialistes qui seront là la journée. La nuit, il faudra s'activer parce qu'il y a 17 nations quand même représentées, 133 pilotes. Vous, Emma, vous avez été pas mal en relation avec ceux qui seront là d'ici demain. C'est un superbe plateau qui s'annonce finalement en Vendée. Oui, alors il faut savoir que cette course-là, elle a lieu 3 semaines avant les championnats du monde qui ont lieu à Abu Dhabi du 16 au 23 décembre. Alors venir au Vent d'Espace, c'est juste indispensable pour les meilleurs internationaux. C'est la dernière fois qu'on s'entraîne en compétition avant les championnats du monde. Et on l'a dit, c'est la finale. Donc la personne qui remporte la Coupe du Monde peut aussi gagner le général. Donc sur les dernières Coupes du Monde qu'on a eues, le Vent d'Espace, c'est la 4e manche. Il y a une manche en Norvège, en Pologne et une autre en France. Donc là, c'est un meeting assez important pour les pilotes internationaux. Puis on va retrouver aussi d'autres pilotes du Grand Ouest. Je crois qu'il y a notamment Louis Brenon de La Roche-sur-Yon qui sera là. Le deuxième Vendéen de la course. C'est ça, deuxième et second, alors seul autre Vendéen avec vous. En termes des autres pilotes français du Grand Ouest, Emma, est-ce qu'on peut peut-être citer quelques noms justement de pilotes qui seront là, qui vont peut-être une belle carte à jouer ce week-end ? Oui, je pense... Dans le Grand Ouest, on a beaucoup de juniors. On a une génération de jeunes qui est en train d'arriver. Alors en Coupe du Monde, il n'y a pas de catégorie junior, donc malheureusement, on ne peut pas espérer un podium pour eux. Par contre, on leur souhaite une très très bonne place en demi-finale. On peut citer Guillaume Camus, Pacôme Grimaud, qui sont déjà pris en sélection, en équipe de France plutôt, pour Abu Dhabi. Il y a aussi Tito Encore que vous retrouverez tout à l'heure, qui est le 6e 26 pouces. Lui aussi, on lui souhaite d'aller en demi-finale et là de faire pourquoi pas un top 15 en demi-finale.
Exactement, Emma, vous l'avez dit, on va recevoir Titouan dans quelques instants. L'occasion bien de remercier Jean-Paul Louineau. On va vous laisser repartir à vos occupations. Il y a encore un petit peu de travail d'ici au début de la compétition. Merci bien, parce qu'il faut aussi qu'on organise le show. Je pense que vous allez en parler. On va en parler bientôt. effectivement. Voilà, ne bougez pas, restez là quelques secondes. L'occasion est bien de vous présenter tout d'abord le premier volet de vos rendez-vous sportifs du week-end. On débute cet agenda avec du football. Après la Coupe de France, retour au championnat pour les clubs de National 2. L'équipe des Herbiers accueille Poitiers vendredi soir. La Roche VF sera opposée à Dinan-Léon samedi à 18h. Le Poiré-sur-Vie sera en déplacement à Granville. En National 3, on jouera la 9e journée. Le leader, la Châtaigneraie, accueille la Roche ESO 7e samedi à 18h. Fontenay sera en déplacement à Angers et Challans jouera à Vertou. Et puis ce sera le premier tour fédéral de la Coupe de France féminine avec 2 clubs vendéens en lice. Saint-Georges-la-Guyonnière affronte un autre club de Régional 1, Limoges. La Roche ESO ira défier les Girondins de Bordeaux. En basket, 7e journée de Wonder League. Après sa première victoire face à Landerneau, l'équipe de La Roche-sur-Yon tentera de faire coup double face à Villeneuve-d'Ascq, 12e et dernier au classement avec 6 défaites. Coup d'envoi samedi à 20h à la Halle des Sports des Oudéry. En handball, 9e journée de National 2 masculine. Samedi soir, Pouzauges, 3e au classement, accueille Villemomble, 5e. Coup d'envoi à 19h, salle de l'Étoile. Et puis en hockey sur glace, le Hogli affronte le leader Toulouse-Blagnac samedi à l'occasion de la 8e journée de Division 2. Coup d'envoi à 18h30. Il s'agira d'un match caritatif avec l'association Jeunes et Roses en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Voilà donc pour la première partie de vos rendez-vous sportifs du week-end. Et parmi les grands rendez-vous évidemment que vous retrouvez tous les jours sur TV Vendée, il y a le Vendée Globe avec le journal du Vendée Globe. Où en sont les 39 skippers de la flotte encore engagés dans cette 10e édition? Pour le savoir, c'est tout de suite dans le journal du Vendée Globe du 12e jour de course. L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Voilà, le poteau noir. Le pot à merde. Le fameux poteau noir, cette zone toujours redoutée par les skippers, passage quasi obligé pour passer de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. La météo y est très instable, le vent très rare, les averses soudaines, violentes et longues. Ouais, je crois qu'on peut dire qu'il pleut. C'est ambiance humide. La limite qu'il pleuve, ça ne me dérange pas, mais s'il peut y avoir un peu de vent aussi, ce serait pas mal. Bon, au moins tout va être rincé. Ce poteau noir n'a donc pas failli à sa réputation, mais il a pu être traversé assez rapidement par la tête de flotte, en 24 heures environ. Celui qui s'en est le mieux sorti, c'est Thomas Ruyant. L'option ouest du skipper vulnérable a été payante et lui a même permis de creuser l'écart. Derrière, c'est une belle bataille avec un groupe d'une dizaine de bateaux, certains navigants bord à bord comme Johan Richaume et Yannick Bestaven. On est sorti plutôt bien et on est à la bataille avec Johan Richaume qui est juste à côté de moi. Donc on peut même pas aller se reposer. C'est une régate d'acharnés, mais bon, ça avance bien et puis il fait chaud, humide. Nicolas Luneven sur Ultim PRB a profité du poteau noir pour prendre une douche sous un grain. Ah, ça fait du bien. Et pour répondre à Johan Richaume dans une zone sans vent. Je suis dans le poteau noir, 0 nœud. Je me fais doubler par les algues. Et en plus, j'apprends que tu viens de me piquer mon record qui a tenu que une semaine, quoi. Voilà, 8 jours. Record de distance parcours en 24 heures. T'arrêtes de tout le temps faire comme moi, mais c'est pas possible. Si la traversée du poteau noir s'est plutôt bien passée pour certains, d'autres s'arrachent les cheveux dans cette zone où la météo est beaucoup moins prévisible. Je pense qu'on peut redéfinir l'enfer. Et c'est comme ça depuis 1h du mat. Je deviens dingue. En fait, tous les modèles étaient à la ramasse. En fait, selon les modèles, j'avais chopé du vent assez rapidement de 60, 70 pour descendre et me positionner au alentour. Moi, j'avais estimé de me retrouver au 27-30, quoi. Et là, n'importe quoi. J'ai eu que du 30
J'ai fait des récalages pour me récaler ouest parce que je sentais que c'était trop est l'affaire. Mais ouais, je suis dégoûté quoi. Prochaine étape, le passage de l'équateur, puis une traversée de l'Atlantique Sud qui pourrait se faire à vitesse grand V. Ouais, ça peut être rapide sans être très violent initialement. La situation nous permet de couper l'Atlantique Sud assez rapidement. Du coup, se retrouver potentiellement à bonne espérance en une dizaine de jours, je pense. Ce qui nous remettrait déjà dans un timing un peu meilleur par rapport au temps tu vois, de référence, ce qui serait pas mal, quoi. Au classement de 15 heures ce jeudi, Thomas Ruyant était donc en tête avec 22 000 d'avance sur Sam Goodchild, l'autre skipper vulnérable. Charlie Dalin remonte en 3e position, juste devant Sébastien Simon. Les écarts sont toujours très serrés, les 13 premiers se tiennent en moins de 100 000. Belle progression de Pip Hare, 13e, et qui a comblé une bonne partie de son retard ces dernières 24 heures. Jean Lecam, dont l'option Est n'a pas été payante, se retrouve en 21e position. Arnaud Boissière est 26e à 300 000 de Thomas Ruyant. En fin de classement, on retrouve le Belge Denis Van Winberg, le Chinois Chin Kun Chu et le Hongrois Szabolcs Verőc, distancé en raison des importantes réparations sur son IMOCA. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons. Voilà donc pour le résumé de ce 12e jour de course. Et puis Jean-Paul Louis, juste avant de partir, nous expliquait évidemment, il y a un petit bateau là du Vendée Globe, le logo notamment de la course qui a été inscrit sur le matériel et tout ce parcours du trial que vous retrouverez ce week-end au Vendée Espace, donc vendredi, samedi et dimanche. L'occasion d'accueillir notre nouvel invité, Titouan Corr, qui sera lui aussi de la partie ce week-end du côté des hommes élites en 26 pouces. Bonsoir Titouan. Bonsoir. Donc voilà, vous venez du VTT Côte d'Armor Ilion, donc un Breton qui sera là également ce week-end. On va se concentrer un petit peu plus sur le plateau sportif. On a commencé à l'aborder tout à l'heure avec vous, Emma. Titouan, vous de votre côté, vous êtes actuellement 16e au classement mondial avant cette 4e et dernière manche. Qu'est-ce que vous venez chercher sur cette dernière manche? Avec quel objectif? Par où commencer? Je pense un objectif de plaisir sur cette dernière manche de Coupe du Monde. J'ai entre guillemets rien à prouver sur cette fin de Coupe du Monde et pourquoi pas réaliser mon objectif du top 15 sur une course. Je suis 16e au ranking, mais j'ai jamais encore approché le top 15 dans un résultat de course, donc le top 15 serait cool à chercher. Même question pour vous aussi. Emma Louinon, on l'a dit, un 5e au classement mondial. 2 finales sur les 3 dernières manches des championnats du monde, de cette Coupe du Monde, pardon. Quel va être l'objectif? D'accéder à la finale, peut-être encore une fois de plus? Bah oui, vous l'avez deviné, ça semble assez évident. Donc pour les femmes, il n'y a pas de quart de finale puisqu'on est moins de concurrentes. On est directement en demi-finale. On a à peu près une vingtaine et seulement les 6 premières passent en finale. Donc mon objectif, c'est de faire partie de ces 6 premières, en sachant bien que les places sont très chères et la moindre erreur peut coûter. Mais voilà, l'objectif, et je rejoins Titouan là-dessus, prendre plaisir pendant ce week-end parce que c'est quand même une fête extraordinaire du vélo. Et si je rentre en finale, ça serait vraiment la cerise sur le gâteau. Le début de la compétition du coup pour vous Emma, donc ce sera à 11h30 ce samedi. C'est ouais. Ça. Titouan, pour vous, c'est dès demain vendredi à 11h30. Comment est-ce que vous allez agencer ces prochaines heures tous les deux? Il y a de l'entraînement, il y a de la préparation. Titouan, racontez-nous peut-être. Ouais, un peu de préparation, finir de préparer au top les vélos sur cette fin de journée d'aujourd'hui et puis ensuite demain matin c'est se mettre dans le bain de la concentration, du repérage des zones, petite préparation avant et puis ça va être vite arrivé. Hein. Comment est-ce qu'on arrive à rentrer dans sa compétition et se mettre dans sa bulle? C'est comment expliquer, ça vient avec l'expérience. Au fil des courses, on se fait une petite méthode individuelle, de la musique, de la réflexion, et puis on se met dans sa bulle, et puis ça se passe comme ça se passe sur la course. Je crois qu'il y a beaucoup de musique aussi de votre côté, Emma, pour préparer les courses. Ah ouais, carrément indispensable. Les écouteurs sont toujours pas très loin.
Moi, c'est à peu près le même programme que Titouan, de la mécanique cet après-midi. J'ai toujours un vélo à régler et un peu d'entraînement aussi. Cet après-midi, le le comité d'organisation a décidé d'ouvrir la zone d'échauffement. Alors, on est dans la pièce de compétition, mais il faut savoir qu'il y a une deuxième salle dans le Vent d'Espace. Et là, ça sera la zone d'échauffement pour les pilotes. Donc, elle est ouverte ce soir de 16h30 à 19h. Donc, on va s'entraîner avec ces pilotes-là. Et moi aussi, demain matin, c'est entraînement avant samedi. C'est toujours bien de faire un petit peu de vélo la veille de course, pas trop, mais voilà, histoire d'avoir les bonnes sensations la Bonne veille. mise en jambe, c'est ça. Parlons aussi peut-être de ces autres concurrents. On a parlé un petit peu des Français qui seront là. Il y a aussi une sacrée domination, notamment chez les féminines, de l'Espagnole Vera Baron, l'Allemande aussi Nina Reichenbach, qui sont toutes les deux championnes du monde en titre sur ces dernières années. Du côté des garçons, c'est aussi les Espagnols, les Britanniques qui sont là. Racontez-nous quelles sont les grosses têtes d'affiche aussi peut-être que les Vendéens vont retrouver ce week-end. Pour ma part, en 26 pouces, c'est les deux Anglais qui sont très très forts sur cette saison, qui sont franchement presque irréprochables, donc un très très gros niveau là-dessus. Sans oublier les Espagnols, bien sûr, qui sont super forts à chaque course. Donc franchement, la victoire à se partager entre ces deux nations. Ouais, Charlie Roll, c'est Jack Carty, c'est ça pour les Britanniques. Emma aussi, c'est chouette de concourir avec de telles personnalités. Ah ouais, bien sûr, forcément, Vera semble être la favorite puisqu'elle gagne tout depuis le début de la saison. Mais je l'ai dit et je me répète, en finale, tout peut se passer. C'est-à-dire que la finale, elle se joue sur 5 zones, donc une grosse erreur. Et ça peut être compliqué, on peut perdre le podium assez facilement. Donc la journée de dimanche va être une journée remplie de suspense. Vraiment, c'est assez agréable de suivre les finales puisqu'on regarde les pilotes passer un par un. Pour le public, c'est plus facile à comprendre. On peut suivre les points au fur et à mesure. Et le gagnant, on le connaît vraiment seulement à la dernière zone et c'est ça qui est vraiment intéressant. Il y a aussi toute cette pression à maîtriser, Olivier. Il y a le public qui va être là. Il y a une acoustique forcément très différente. On est habitué à voir ces compétitions-là en extérieur. Cette fois, c'est en intérieur et ça change vraiment la donne. Oui, totalement. On a parlé tout à l'heure de la moquette, mais il n'y a pas que la moquette. On va pouvoir proposer un environnement de 20 degrés, 19-20 degrés dans un environnement couvert aux athlètes. Et surtout, on va avoir parmi nous un public qui viendra nombreux. Donc ça va aussi changer la donne par rapport à d'autres Coupes du Monde. Donc on va pouvoir aujourd'hui proposer quelque chose de vraiment sympathique. Je rejoins Emma également sur la partie finale. On va pouvoir proposer au public vendéen de suivre vraiment ce classement en direct dans la grande salle du Vent d'Espace. Et c'est vrai qu'à chaque finale, que ce soit pour les femmes, les 20 pouces ou les 26 pouces, on va avoir un suspense qui va nous tenir en haleine jusqu'à la fin. Donc la journée de dimanche va être vraiment très, très particulière. Donc un des grands objectifs de ce week-end, c'est évidemment le plan sportif, mais il y a aussi le fait de faire découvrir cette discipline, le trial, aux Vendéens, mais aussi au grand public. Il y a les scolaires qui seront là dès demain midi, vendredi. Et puis samedi soir, racontez-nous, Olivier Chaplot, il y a aussi un grand show qui se prépare ici même. Exactement, donc avec le comité d'organisation, on a organisé cette Coupe du Monde forcément pour le côté compétition, et ça va de soi. Et puis on s'est dit pourquoi pas enlever ce côté compétition à un moment donné pour créer un temps fort dans le week-end, sans pression, sans résultat, et proposer quelque chose de spectaculaire aux Vendéens. Donc ça sera samedi soir à partir de 20h30 dans la grande salle du Vent d'Espace. Un show en son et lumière conçu et réalisé par le comité départemental de cyclisme de la Vendée. Croyez-moi, ça va être impressionnant, un show en 2 actes qui va nous emmener vers une belle histoire et vers un beau spectacle. C'est peut-être l'occasion justement de faire un petit point sur la billetterie. Pour ceux qui nous regardent et qui souhaiteraient venir, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a encore des places pour venir assister à tout ça ? Bien sûr, donc comme on l'a dit tout à l'heure, le vendredi reste gratuit, ouvert à tous avec l'accueil de nos 300 scolaires venus de plusieurs collèges de Vendée. Donc ouvert à tous à partir de 11h30 le vendredi. Le samedi et le dimanche deviennent payants. Il reste encore des places pour la journée sans aucun problème. Et également pour le samedi soir, il reste encore des places à prendre, soit directement sur la billetterie du Vent d'Espace, la billetterie du conseil départemental de la Vendée, ou alors directement sur place au Vent d'Espace. Emma, je me posais la question, le fait d'évoluer aussi devant son public, dans sa famille, ses amis, ça rajoute de la pression ou au contraire ça galvanise ? Les deux, hein.
Franchement, les deux, moi je suis très très contente de savoir qu'il y a des proches qui n'ont pas l'occasion de me voir en vrai. Pour une fois, là, ils vont pouvoir me voir à domicile, donc ça me fait chaud au cœur. Et bon, vous l'avez deviné aussi, forcément, j'ai envie de bien faire, j'ai envie de leur montrer que je peux réussir, j'ai envie de leur montrer que je peux aller en finale même en Vendée. Mais voilà, je sais que même si la compétition ne se passe pas comme je veux, je serai super contente de les retrouver à la fin de la course et de remercier tout le monde. Avant de passer à la suite, un petit mot tous les deux, Titouan et Emma, aussi sur ce qui vous attend après cette dernière manche de Coupe du Monde. Il y a justement ce rendez-vous, hein, c'est ça, les championnats du monde à Abu Dhabi au mois de décembre. Est-ce que ça fait partie de votre agenda, Titouan, aussi? Et malheureusement pas cette année pour moi. Sur la sélection, c'est joué sur la fin de saison. Et on a des quotas de 5 pilotes par catégorie. Malheureusement, je suis le 6e dans ma catégorie, donc pour cette année, c'est compliqué. Mais pour les années à suivre, j'espère en faire partie avec grande joie. J'ajoute un commentaire à ce que vient de dire Titouan. Titouan était en junior l'année dernière et là c'est sa première année chez les élites. Donc là les 5 autres Français ont 20, 30, voire 40 ans d'ailleurs. Donc là il est chez les grands et c'est la première année. Et d'ailleurs, Titouan, 3e, hein, je crois, chez les juniors en 2022. Ouais, c'est ça. Vrai. 3e au championnat du monde et 3e au championnat d'Europe aussi l'année dernière en junior 2e année. Et Emma, vous, quel objectif ça va être sur cette compétition à Abu Dhabi? Donc Abu Dhabi, là aussi, j'ose espérer une finale. Les championnats du monde, c'est une épreuve qui est assez redoutée puisqu'elle est quand même plus difficile. Le niveau passe vraiment d'un cran. En plus, au lieu de 10 zones au total, c'est 15 zones. Donc c'est un format on n'est pas habitué à ce format-là. C'est Abu Dhabi, il fait très chaud. Là, on a des conditions, il fait 20 degrés ici, mais je crois qu'à Abu Dhabi, il fera un peu plus que 20 degrés. Voilà, là aussi, faire un top 10 en championnat du monde, voire top 6, ça reste l'objectif, mais je suis déjà super contente de ma saison pour le moment. Et puis avant de passer à la saison prochaine aussi, on parlera notamment Olivier Chaplot bien de ces fameux championnats de France qui auront lieu aux Herbiers à la fin du mois de juin. Ça va venir très vite, ça aussi. Ah oui, ça va venir très très vite. Le mois de juin, c'est demain. Donc une organisation du conseil départemental de la Vendée, en lien avec le Vélo Club des Herbiers. Donc ça va être aussi un très beau rendez-vous à suivre de très près. Mais en tout cas, merci à tous les trois. On va se retrouver dans quelques secondes pour le petit quiz de la fin d'émission. Avant cela, je vous propose de retrouver la deuxième partie de vos rendez-vous sportifs du week-end. En ring coquette, derby vendéen à l'occasion de la 6e journée de National 1 Élite. Le Poiré-sur-Vie 4e accueille la Vendéenne 6e. Le match aura lieu à 20h30 samedi soir à la salle de la Montparrière. Du volleyball samedi soir avec la 6e journée de National 3 masculine. L'équipe de Montaigu-Vendée-Boufféré 7e au classement affrontera La Rochelle 6e avec 3 points de plus. Coup d'envoi à 18h30. Du côté de la Nationale 3 féminine, l'équipe des Landes-Génusson 7e sera opposée au club de Brocéliande, Lanterne Rouge avec 5 défaites en 5 matchs. Début de la rencontre à 19h, salle Océane. En tennis, 5e et dernière journée du championnat de France par équipe de Pro A féminine. Après leur défaite ce mercredi contre Cormontreuil, les joueuses de La Roche-sur-Yon se déplacent à Boulogne-Billancourt dimanche. L'objectif sera d'accrocher la 2e place. Un rendez-vous de course à pied dimanche avec la corrida des Achards. À partir de 10h, des courses enfants seront proposées ainsi que 2 courses adultes de 6,7 et 10 km. Enfin, le Saint-Jean-de-Mont-Vendée Cyclisme organise son cyclocross dimanche pour les écoles de vélo et les catégories de U15 à senior. Première course à partir de midi. Et voilà, et je vous propose maintenant de passer au moment que les invités redoutent parfois, le quiz de ce 85 chrono. Titouan, Emma, Olivier, voilà quelques questions concoctées pour vous pour terminer cette émission. Alors on va voir si vous avez suivi un petit peu l'actualité vélo, cyclocross, etc. Vous allez voir. Alors dans un peu plus de 2 semaines, il faut trouver le lieu où se déroulera l'une des manches de la Coupe régionale de cyclocross en Vendée. Ce sera l'une des manches de la Coupe régionale début décembre. Dit Chaland, mais j'ai un doute. C'est pas Chaland. On est un petit peu plus dans le Haut-Bocage vendéen. Pas loin de Pouzauges. Saint-Prouan. C'est Saint-Prouan, effectivement, ce sera le samedi 7 décembre. Allez, qui est devenue cette saison championne de France amateur de cyclisme sur route? Une Vendéenne de l'équipe La Dynamips.
Alors on suit le VTT, la descente, le trial. Le trial, mais... Olivier, elle est pour vous alors du coup celle-là. Normalement, elle est pour moi. J'ai pas Mais- beaucoup suivi l'activité cette année. Je vous avoue, j'étais très concentré dans l'organisation de cette épreuve-là. Bon, on vous en voudra pas. C'est Sarah Pope. Voilà, Sarah Pope qu'on salue. Et puis toute l'équipe de la Dynamique. Et puis une dernière, elle est plus difficile, mais elle est très insolite. Cet été, le départ de la 6e étape de la Vuelta a été donné depuis un lieu insolite. Est-ce que vous sauriez trouver ce lieu insolite vraiment qui a fait beaucoup parler? 6e étape donc du Tour d'Espagne. Je vous ai pas gâté sur les questions ce soir. Non, vraiment pas. Là-dessus, non. Fallait une On est question plus fort sur trial, l'organisation. c'est ça, ouais. Non, je l'ai pas non plus. Elle est partie d'un supermarché Carrefour. Voilà. Vous êtes un peu le gagnant du coup quand même, Olivier, ce Ouais, on va soir. dire ça Voilà, comme un ça. demi-point, mais c'est suffisant pour s'imposer. Merci en tout cas à tous les trois. On salue Jean-Paul Merci. Louineau qui Merci. était là tout à l'heure. Merci On vous beaucoup. souhaite évidemment merde pour cette compétition ce week-end. Et puis plein de réussites au niveau de l'organisation également et du public. On est prêt. Avec donc, on l'a dit, ouverture des portes pour le grand public dès demain vendredi à 11h30. Samedi, ce sera les demi-finales également à partir de 11h30. Et puis dimanche, gros rendez-vous là aussi. Les finales élite dames, tout d'abord à partir de 13h à 14h30, ce seront les hommes en 26 pouces et puis ensuite les hommes en 20 pouces à partir de 16h. Quant à nous, on se retrouve dès lundi pour le journal des sports dans la matinale et 85 chrono à partir de 18h45. Très bonne fin de soirée et belle fin de semaine sur TV Vendée. Votre programme avec Omkia. Ouverture, porte, portail, pergola et store. Votre spécialiste de la rénovation, Omkia.